Merci Jean-Paul Hamon d'être avec nous aujourd'hui, ce soir. C'est un véritable marathon, hein. Tu es arrivé ce matin, tu viens de passer 2 heures à la radio, une émission qui s'appelle On en parle avec Claude Montanet, qui était vraiment très intéressant, avec des auditeurs à l'appui, que vous pourrez trouver en podcast quand elle sera diffusée. Demain, 10h ici, pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent venir, il y a une conférence de presse. Demain après-midi, on a une CPR, Commission paritaire régionale. Jean-Paul Hamon est le président de la CPN, Commission paritaire nationale. C'est le président, son vice-président, et Nicolas Revel, qui est directeur de la CNAM. Et Nicolas Revel, c'est en fait le vrai ministre de la Santé, et le futur secrétaire général de l'Élysée, probablement. Donc, comme vous voyez, cette soirée est filmée, parce qu'on n'est pas très nombreux, mais quand c'est filmé, on a des traces, et ceux qui s'intéressent un petit peu à notre avenir, à leur avenir, vont pouvoir retrouver ces traces, notamment sur notre site. Alors Jean-Paul, je te préviens tout de suite, tu es ici en milieu hostile. Tu es en milieu hostile parce que à La Réunion, la FMF Réunion avait voté contre la signature de la Convention. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, ici, demain à Saint-Leu, et puis quand on fera le tour de l'île, à la rencontre des médecins, est-ce que ça valait le coup ou pas? Donc rétrospectivement, il faudra qu'on en parle, sachant que beaucoup ont beaucoup apprécié ton livre, qui était la fin de notre système de santé, qui était paru il y a 2-3 ans, et pour lesquels on a l'impression que le syndicat, sans que ce soit une critique, parce que je ne sais pas si on pourrait faire autrement, ce syndicat a dévié un peu de ce que tu disais. Alors, moi j'ai 15 questions à te poser, et ces 15 questions, tu y répondras quand tu voudras, et on ouvrira le débat très très vite, et qui va aborder, à mon avis, l'ensemble des problématiques actuelles. J'ai 70 ans, vais-je pouvoir bénéficier de ma retraite? J'ai 60 ans, et je suis isolé à 1 ou 2... Écoute-moi, j'ai 60 ans, et je suis isolé à 1 ou 2 dans mon cabinet, vais-je devoir aller en CPTS, Communauté professionnelle de territoire de santé? En fait, j'ai 30 ans, aurais-je encore le choix? Avoir un assistant médical, c'est bien, mais pour qui et pour quoi faire? Je n'ai pas la structure pour en accueillir. Quid du tiers payant généralisé? On est plusieurs médecins à La Réunion, avec un gros bug d'ailleurs actuel, où on n'a pas pu se faire rémunérer par la caisse, faute a priori un problème avec Orange. Les patients qui n'auront pas de remboursement dans les temps, ils vont dire « Ouais, attends, c'est forcément la faute du docteur ». Voilà, donc on est censé être informaticien plus docteur. Les députés viennent de proposer un amendement pour que les pharmaciens puissent prescrire et renouveler à ma place. Le traitement anti-HTA, donc pour des maladies chroniques, la cystite, outre le fait qu'évidemment il y a un conflit d'intérêts, puisque le pharmacien il prescrit et il vend les médicaments. Nicolas Revel, le vrai ministre de la Santé, va être le prochain secrétaire général de l'Élysée. Qu'a-t-il derrière la tête? Toi qui le connais très très bien, à négocier plusieurs fois par semaine directement avec lui, tu vas nous en dire un petit peu plus de ce qu'il y a derrière la tête, avec un mot qui ressort de plus en plus dans ta bouche et dans beaucoup de points, c'est la coercition. On a l'impression que depuis quelques semaines, le paysage s'est fortement tendu entre les acteurs syndicaux, quel que soit le syndicat d'ailleurs. Hein. On représente la FMF, mais c'est pas grave, les autres syndicats parfois nous sont sur la même ligne. Nous sommes le seul syndicat conventionnel qui a signé la convention, il y en a 5, hein, affirmant notre indépendance vis-à-vis des assurances, des lobbyistes pharmaceutiques et informatiques comme Doctolib. Alors, est-ce vrai? Et pourquoi est-ce que tu tiens tant à cette indépendance? La messagerie sécurisée, Maëlys, qui a remplacé donc la MSS, et AppyCrypt. Est-ce que c'est le pot de terre contre le pot de fer? Où est-ce qu'on en est actuellement? Il semblerait qu'AppyCrypt a repris quand même du poil de la bête, puisqu'elle est officiellement préconisée maintenant par l'assurance maladie, en plus de Maëlys, dans l'espace de confiance que gère la CIP Santé. Notre URMEL, Océan Indien, ça date d'il y a quelques jours. C'est Madeleine Barba qui m'a alerté là-dessus, parce que je crois que c'est un mail qui a été donné qu'aux médecins de l'Ouest, d'après ce que j'ai compris, va demander à toutes nos secrétaires de leur dire les heures d'ouverture de nos cabinets, les visites, etc. Pourquoi pas les vacances? Est-ce qu'on travaille entre 12h et 14h? Bref, pour alimenter ce qu'on appelle le ROR. Le ROR, c'est le répertoire opérationnel des ressources, comme par hasard, qui est un des maillons d'OIS, puisque dans le programme OIS, il y avait le ROR. Voilà, donc notre union régionale de santé, où on est totalement exclu depuis les dernières élections, main dans la main avec l'ARS, on a l'impression que c'est un peu leur porte-parole, un peu les ambassadeurs de OIS.
Le 116-117, alors c'est bien parce qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 régulateurs, centre 15. Le 116-117, apparemment, il y a du nouveau, puisqu'il fait parler de lui. Quelle est la position de la FMF? Tu fais partie des médecins, et tu te présenteras tout à l'heure comme les premiers dans les maisons médicales, hein, depuis 2002 à Clamart. Donc tu connais bien la permanence de soins. Donc qu'est-ce que tu en penses? La télémédecine, pour laquelle nous on a fait la formation grâce à la 2FM, qui est donc l'association qui recueille les sous de la convention pour la FMF, parce que c'est un peu bizarre aussi ce pays, c'est que quand on signe la convention, on touche du pognon. En gros, c'est 1 million d'euros quand même, hein, par syndicat. Et si on ne signe pas, on touche rien. Et si on touche rien, on a moins de... Enfin bref, c'est totalement pervers. Néanmoins, c'est la loi, c'est comme ça. Donc la télémédecine, grâce à la 2FM, on a fait plein de formations ici, avec un certain avenant, numéro 6, qui permet depuis le 15 septembre de faire des téléconsultations. Et qui permet depuis le 10 février 2019 de faire de la télé-expertise. Si on a un problème d'allergie, on peut consulter Bachir en ergologie et tu seras payé, tu sais combien? 12, non, ça ne dépend pas, 12 euros. 12 euros pour nous donner une expertise avec une responsabilité. 12 euros depuis le 12 février. Le DMP, le docteur Lostin en parlait, on en a parlé à la radio, on sait très bien que... Enfin, il y a plein de choses à dire sur le DMP, mais l'État dit que c'est super, donc tu vas nous dire ce que tu en penses. La ROSP, l'État. La ROSP, revenu sur Objectif de santé publique, on est quelques-uns à l'avoir refusé ici, mais bon, ça permet aux médecins de gagner un peu de temps. La prescription de lunettes, pour ça qu'à midi je suis arrivé ici furieux, parce qu'une patient de prescrire des lunettes, pas se prescrivent, que je fasse du copier-coller sur un papier, sachant que j'ai aucune compétence en ophtalmologie, tout ça pour pallier un déficit d'ophtalmo, qui sont a priori comme ceux qui savent prescrire des bonnes lunettes au bon moment. Donc il y a plein de propositions, et des propositions qui seront d'ailleurs données à la CPR demain. Les décrire à la main avec un joli stylo bleu à gauche de la marge non substituable, tout ça, ça fait amadouer les médecins avec des carottes, mais où est la médecine de qualité? Question qui nous taraude, et après on est bientôt fini. Faut-il encore rester dans ces négociations avec un Nicolas Ravel, directeur de la CNAM, véritable ministre de la Santé, donc, etc. Allusion à l'ARS, j'ai participé, certains le savent, à l'ARS dans le plan régional santé handicap il y a 10 jours. C'est totalement hallucinant, passer 3 heures à remplir des cases pour des choses qui de toute façon ont été décidées à l'avance. Est-ce que c'est pas la même chose qui se passe quand tu vas en CPN et que nous allons quand on va à la CPN? Alors, en colère, faut-il se déconventionner maintenant? C'est-à-dire franchir le pas et ne plus accepter de là où on va. Et puis, question qui sera posée... peut-être ce soir, mais demain, en tous les cas, faut-il aller avec ton ami Jérôme Marty à l'UFML? Certains d'entre nous, dont Joël Osterling, y appartenant. Bon, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Mais en fait, la question, c'est tu es qui? Qui tu es? Qui es-tu? Quel est ton parcours de soins, ton parcours syndical? Pourquoi la FMF? Et qu'est-ce qui te la différencie des autres syndicats? Rappelle-nous un peu les grandes lignes de ton livre. Voilà, tu as la parole pour répondre à toutes ces questions que je te mets là, si tu veux les retrouver. Merci Jean-Paul. Merci. Moi, je vais commencer par le parcours, ça va être plus facile. Moi, je me suis installé en 73 dans un cabinet de groupe de 5 médecins généralistes à Clamart. Et on avait tout de suite un fichier partagé. On a un fichier commun informatisé depuis 25 ans et on utilise la messagerie sécurisée depuis 2002. On a utilisé ApiCrypt parce qu'en 2001, je recevais déjà les résultats de biologie par Internet, par le système H', et j'ai voulu avoir tout le reste, tous les comptes rendus de bio, de cardio, d'hôpital de jour, etc., de chirurgie. Et je voulais recevoir ça par Internet. Et maintenant, c'est confortable, c'est-à-dire que si le chirurgien opère, j'ai le compte-rendu tout de suite dans la soirée, et j'ai l'histo qui arrive la semaine suivante, quoi. Donc c'est vachement confortable. Et donc j'avais voulu déployer cette messagerie sécurisée sur le secteur, et j'avais déposé un projet à l'URCAM et Île-de-France de messagerie sécurisée, et basé sur la CPS, parce que au MEDEC qui existait encore, France Télécom à l'époque et CGTEL avaient dit mais on a une messagerie sécurisée qui fonctionne très bien avec la carte CPS.
je dis c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut, donc je dépose un projet, j'obtiens l'argent, 250 000 euros, et je retourne voir France Télécom, donc 4 mois après, et les mecs me disent ah oui mais non mais on n'est pas prêt. Je dis mais attends, vous avez annoncé devant 500 mecs là et toute la presse médicale que vous aviez un système interopérable basé sur CPS, ce serait bien que ça marche quoi. Et donc ils m'ont baladé comme ça pendant 4 mois. J'ai fait de multiples réunions à l'URCAM, je fais venir le directeur du GIP CPS qui nous racontait des tas de trucs, etc. Et ça marchait pas, jusqu'à ce qu'il y ait le mouvement de la coordination nationale des généralistes fin 2001. Et j'ai rencontré des mecs du Nord qui me disent mais arrête de t'emmerder avec ça, nous on a AppyCrypt, ça marche bien. Et j'ai dit les gars, on m'a déjà donné, donc on a fait un Mac et un PC. Et j'ai fait marcher AppyCrypt, et du coup je suis retourné à l'URCAM Île-de-France en disant bon écoutez, la CPS, vous êtes témoin que ça ne marche pas, est-ce que vous me donnez le même budget pour développer la messagerie AppyCrypt sur AppyCrypt? Et ils ont dit oui. Et donc on a installé un proxy à la sortie de la PHP, on avait installé 400 mecs avec la messagerie, et donc ça commençait à se déployer gentiment, on commençait à recevoir les comptes rendus, c'était vachement confortable, et le DMP est arrivé. Et alors le DMP, je vais commencer par ça, comme ça fera une question de régler. Le DMP est arrivé et j'ai assisté à toute la gabegie du DMP avec les représentants des associations de patients qui disaient mais nous on veut le masquage masqué. Hein, ils voulaient tripoter le dossier, masquer les données et que personne ne sache que le dossier avait été tripoté. Donc tu pensais avoir un dossier complet, il n'était pas complet. Donc bon, on a vu Santéos et Atos qui se sont goinfrés, qui ont dépensé 500 millions d'euros pour déployer un truc qui ne marchait pas. Et là maintenant, ils relancent le DMP. Ils relancent le DMP avec la caisse d'assurance maladie et les pharmaciens sont payés 1 euro pour ouvrir les DMP. Et je ne sais pas si quelqu'un ici a ouvert un DMP. Alors moi j'en ai ouvert 2 j'ai fait un beau volet de synthèse. Je l'ai intitulé volet de synthèse, je l'ai déposé dans le DMP. En passage pour Medistory, ça m'a coûté 450 euros pour alimenter le DMP. Hein, mise à jour d'alimentation du DMP, 450 balles. Et donc j'ai déposé, donc j'ai intitulé ça volet de synthèse sur mon logiciel. J'ai déposé ça dans le DMP, j'ai mis Fibro, j'ai intitulé Fibro, Colo, un résultat d'hôpital de jour, un résultat de biologie, etc. Et puis après, je suis allé j'ai quitté mon logiciel, et puis de chez moi, je suis allé consulter le DMP. Et là, tu avais le volet de synthèse, qui était sous la Fibro, qui était sous la Colo, qui était sous le truc, machin, c'était absolument pas indexé. Tu mets ça dans un sac, et après, tu te démerdes, quoi. Tu vois. Alors j'ai dit à Revel, alors j'ai été un jour au téléphone sonne avec Revel, et je lui ai dit, mais arrêtez arrêtez de faire des effets d'annonce pour dire il y aura 40 millions de DMP, vous allez dépenser bien plus de pognon, et ça ne marchera pas votre affaire. Faites en sorte que les médecins aient à disposition une mise à jour gratuite où l'indexation est possible, et vous rémunérez les médecins pour l'alimentation du volet de synthèse. Point. Mais tu ne payes pas 1,50 € comme c'est actuellement. Tu vois. Donc sur le DMP, le DMP, ils vont continuer à communiquer là-dessus, mais c'est un truc sur lequel moi je suis extrêmement attentif, si tu veux, mais j'ai suivi pendant 3 ans les errements du DMP 2004 à 2007, et je me suis arrêté, je suis parti une fois, parce que au ministère de la Santé, c'est la dernière fois où j'y suis allé, il y avait le GIP CPS qui était en train de présenter la carte CPS européenne. Alors je disais, putain, là, il y a la française qui marche pas déjà, et il nous présente la carte CPS européenne. Et donc l'équipe nous avait présenté, mais rien, tu vois, que du diaporama. Pas un truc en temps réel, quoi. Pas le mec qui se connecte pour alimenter son truc. Non, non, c'était un PowerPoint. Et là, je me suis barré en disant, bon, là, il y a 4 ans, ils ont torpillé la CPS française. 4 ans plus tard, ça marche pas, ils nous présentent la carte européenne. J'ai dit là, je me casse, parce que dans 3 ans, ils vont nous présenter une carte CPS interplanétaire, tu vois, et la française ne marchera toujours pas. Et donc, j'ai arrêté de les fréquenter. Et là, maintenant, ils recommencent avec le DMP, et ça, je veux dire, là-dessus, on va être clair. Hein. Alors, on va être clair, on n'est pas tous clairs chez nous, parce que tu sais, il y a Claude qui veut, Claude Bronner qui dit le DMP ça marche, etc. en Alsace et compagnie. Je peux te dire que ça marche pas, quoi. Il est hors de question d'alimenter un bousin où tu mets les dossiers dans un sac qui ne soit pas indexé. La seule chose qui soit utile, c'est le volet de synthèse. Si tu ouvres un DMP et que tu vois les allergies du patient, les intolérances, le traitement en cours, une ligne d'antécédent, une ligne de vaccination, ça sert à quelque chose. Mais si c'est pour aller chercher le volet de synthèse dans un sac, t'imagines le mec qui est polypathologique, qui a été hospitalisé 10 fois, tu vas être obligé de sortir, tu sais pas à quel moment a été mis le volet de synthèse et surtout à quel moment il a été remis à jour, je peux te dire que là, bonjour les emmerdes, quoi. Donc le DMP à la sauce sécu,
Ça sera sans doute comme le reste, mais enfin, on verra. Hein. Sur la retraite, tu as commencé par ça. Sur la retraite, là, c'est assez plaisant ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de faire une réforme des retraites. Je ne sais pas si vous avez suivi. Hein, ils veulent uniformiser toutes les retraites. Bon. Et ils ont discuté avec les médecins, donc notamment les professions libérales et notamment les médecins. Donc je les ai rencontrés. Et on a 2 spécialistes de retraite à la FMF qui tiennent vraiment la route. Et donc on a 6 milliards de réserves à la caisse d'assurance maladie, à la CARF. Et en fait, ils vont être siphonnés, quoi. Et alors surtout, ce qui est plaisant, c'est que là, pour une fois, ils nous disent clairement, c'est une réunion d'information. On vous dit ce qu'on fait, c'est pas une réunion de négociation. Donc tu sens déjà l'ambiance, quoi. Hein, là-dessus, ceux qui sont partis à la retraite auront la garantie que c'est bon. Ça va s'appliquer pour ceux qui partiront dans 5 ans. Mais déjà, moi, cette année, j'ai regardé parce que je suis retraité actif hein, depuis maintenant 7 ans, j'ai pris 10% en moins. J'ai demandé une explication, j'ai pas bien compris, hein, mais 10% de moins. Et j'ai demandé à un de mes associés qui est parti à la retraite, lui, il y a 7 ans, et pas la CSG, hein, pas que. Et donc lui, il m'a dit, mais la CARF n'a pas été augmentée depuis 7 ans. Il est parti à la retraite et il touche la même somme depuis 7 ans. Donc je te dis pas, la garantie, quand tu vois l'État là qui s'engage à nous garantir un revenu, machin, etc., là je peux te dire qu'il va être vachement attentif. Alors vous allez voir sur le site de la FMF quel est exactement le projet, mais clairement pour ceux qui commencent, qui rentrent dans le métier, tu auras une cotisation qui sera certainement inférieure à celle qu'est la CARF actuellement, mais toi tu auras intérêt à te constituer ta pelote à côté. Hein. Parce que franchement, là, ce qui nous prépare, s'il y a une chose en laquelle on ne doit pas avoir confiance, c'est la parole de l'État. Hein. On peut passer à autre chose? Bon, je terminerai par les CPTS parce que c'est le piège absolu. L'assistant médical, c'est relativement simple. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on bosse avec du personnel. Et un assistant médical, c'est ta pratique qui va décider ce que tu en fais. Nous, on est 5, on a un secrétariat à 75 heures par semaine, et je me rends compte comment les choses ont évolué en 45 ans. Il y avait 2 lignes de téléphone, il n'y avait pas de téléphone partout, donc les gens se déplaçaient pour prendre rendez-vous, et on avait 2 secrétaires qui étaient à mi-temps à 36 heures, tu vois, mi-temps à 36 heures, hein, quand j'ai commencé. Et donc là maintenant on en a 3, et on a sur 75 heures de secrétariat, mais je me rends compte que la fille, elle gère 5 salles d'attente sur son ordinateur de médecin en même temps. C'est vrai que c'est pour moi ce qui nous arrangerait vraiment, c'est qu'on est pour accueillir correctement les patients. Tu as les gens qui vont rentrer dans les salles d'attente, tu en as d'autres qui viennent faire des renseignements. Il faudrait qu'on ait au moins 2 secrétaires pour les 5 médecins en permanence, tu vois, 2 secrétaires présentes. Et donc pour nous, un assistant, ce serait une secrétaire. Pour d'autres, il y en a d'autres qui ont plus de locaux, plus d'espace, qui ne sont pas en agglomération. Quand Revel a voulu dire que l'assistant, ce serait celui qui irait chercher le patient dans la salle d'attente, qui l'installerait sur la table d'examen, qui lui prendrait la tension, et puis ça te ferait gagner du temps, et c'est là qu'il voulait nous faire passer de 6 consultations dans l'heure, de 3 consultations dans l'heure à 6 consultations dans l'heure, pour gagner de la productivité. Là, je peux te dire que ça lui est revenu dans la gueule, mais je lui ai dit, mais attendez, dans les grandes agglomérations, quand tu payes un local, 6 000 balles du mètre, tu crois qu'à 25 balles la consultation, enfin ici, pas ici, mais à 25 balles la consultation, tu vas avoir 2 cabinets de consultation par médecin. Personne ne le fera. Tu vois. Donc l'assistant médical, ça peut être quelqu'un effectivement qui peut t'aider. Si tu as une activité, ça peut être quelqu'un qui fait un électrocardiogramme, qui met en place, toi t'interprètes l'électro, d'autres qui fait une épreuve fonctionnelle et respiratoire, etc. Mais l'assistant médical, c'est du personnel. Et nous, on se démerde pour que ce personnel, il y a un cahier des charges que toi, tu arranges à ta sauce. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les négos. Pour le moment, c'est 36 000 euros par an. Et alors, ils ont instauré une dégressivité, sauf pour les médecins qui ont déjà plus de 1650 patients, médecins traitants. Ceux-là, s'ils maintiennent leur activité, il n'y a pas de dégressivité, ils continuent de toucher les 36 000 euros. Mais pour le moment, c'est pour 3 médecins. Nous, on demande que ce soit pour 2 médecins. C'est-à-dire que tu as un secrétariat garanti pour 2 médecins.
Et puis, alors je ne sais plus comment c'est, mais au bout de la 3e année, ça descend. Alors pour ceux qui sont en dessous de 1600 et qui... alors il y a un premier truc autour de 800 patients médecins traitants, mais là, il faut que tu t'engages à prendre 5% de plus de patients médecins traitants. Et il y a une deuxième étage pour celui qui aurait plus de 1200 ou 1300, il faut que tu t'engages à prendre plus de 5% patients médecins traitants. Alors tu touches une première fois les 36 000, une deuxième fois ça doit être la troisième c'est 21 000, et la deuxième ça doit être 27 28 000, c'est dégressif. Parce que quand même dans leur idée, ils ont gardé l'idée que ça allait te faire gagner de la productivité, tu allais voir davantage de patients, etc. Là normalement c'est un truc qui devait disparaître, c'est-à-dire progressivement on devait le payer. Là on est réussi à descendre à 21 000. Les négociations sont encore en cours, et nous on ne veut pas de dégressivité, et puis on ne veut surtout pas que le médecin s'engage à participer à une CPTS. Parce que c'est ça le piège. Tu obtiens du personnel en échange d'une participation à une CPTS. La CPTS, on reviendra dessus après. Hein. Mais déjà, c'est ça qui est piégeant, quoi. Tu te demandes s'ils veulent vraiment lâcher du blé. Hein. Alors là, ils nous ont bien dit, alors 36 000, toi, tu as 4 000 patients, 4 000 assistants, mais Revel a bien dit que si il y avait 6 000 demandes d'assistants, ils paieraient les 6 000. Tout en sachant que, si tu veux, vu les conditions qu'ils mettent, s'il y a 2000 mecs qui demandent un assistant, ce sera la mer à boire. Donc voilà où on en est sur assistant. Bon. On a raté un coup parce que, après le coup des 3 et 6, là, où ils voulaient nous faire gagner de la productivité, là on lui a dit, bon, on arrête les frais, là, on va se réunir et on va faire des propositions. Et donc là, pour une fois, tous les syndicats se sont réunis, et j'étais désespéré, parce que vraiment, mais les autres, c'était un communiqué d'eau tiède, quoi. On avait l'avantage. On venait de passer sur toutes les radios, sur toutes les télés, en disant les patients, ils vont être vus en 10 minutes, etc. Tous les mecs, ils étaient vraiment, ils étaient à la rue. Et on aurait pu enfoncer la chose en exigeant les choses. Et là, non, on les a remis dans le jeu avec un communiqué d'eau tiède ou en disant, mais il faut que ce soit des patients qui aient tous plus de 60... On fait bien prendre davantage de patients, mais il faut que ce soit des gens qu'on garantisse aux gens de plus de 75 ans, qu'on garantisse à tous les ALD de les prendre en charge et compagnie. Donc, on les a remis dans le jeu alors qu'on aurait pu vraiment les mettre en difficulté. Et moi, je suis resté là dans ce truc, parce que je me suis dit, bon, on va essayer de maintenir l'unité syndicale, parce que les négociations ne sont pas finies. Mais à un moment donné, tu vois, à force de faire des efforts pour maintenir l'unité syndicale, tu passes pour un ramelot, quoi. Hein. Donc, franchement, là, on a décidé de rester jusqu'au bout pour voir jusqu'où ils iront. Mais moi, je te garantis qu'en l'état actuel des choses, même s'ils progressent, je ne signerai pas ce bousin. Hein. Ça, c'est pour l'assistant. Le tiers payant généralisé, la FMF, c'est simple. Hein, ceux qui veulent en faire en font. Ceux qui ne veulent pas en faire, ils n'en font pas. Hein. Moi, j'ai aucun... tous mes ALD payent. À part quelques-uns, je dois en avoir peut-être 5 ou 6. Moi, j'ai 400 patients en ALD, parce que je suis vieux, puis j'ai des vieux patients. Toi. Bon, donc, et sur mes 400 patients en ALD, il y en a 4 ou 5 à qui je fais le tiers payant et personne ne vient me faire chier. Je fais le tiers payant naturellement pour les CMU, les AME, je le fais même pour d'autres dont je sais qu'ils n'ont pas un rond, etc. Mais le tiers payant généralisé, ça pour nous, c'est liberté totale. Hein? Pas obligation, etc. Sur les pharmaciens, ouais, prescription sur les pharmaciens, il n'y a pas photo. Hein. Ils n'ont qu'à faire médecine s'ils veulent prescrire des médicaments, c'est tout. Hein. Pour moi, le pharmacien, je dis toujours ça au départ, je dis le pharmacien pour moi c'est une sécurité sanitaire. Le mec qui m'appelle en 45 ans, j'ai jamais engueulé un seul pharmacien qui m'appelait quand il y avait un problème d'ordonnance ou il pensait qu'il y avait une possible interaction médicamenteuse. Je les ai toujours remerciés, hein, même si le mec il m'appelle pour une connerie, je les ai toujours remerciés, je fais très attention à ça. Pour moi c'est une sécurité sanitaire, mais on ne doit pas les faire changer de métier, quoi. C'est bon. Hein. Déjà qu'avec l'avenant 15, qu'avec l'avenant 15 des pharmaciens, ils ont le droit d'avoir des télécabines de consultation dans leur cabinet, dans leur officine. Hein. Donc, et qu'il y a une catégorie de pharmaciens, vous savez, il y a des groupes de pharmaciens, hein, il y a des franchisés là.
qu'on signe un contrat avec le syndicat des dermatologues où il va y avoir des lésions que le patient veut montrer au pharmacien. Le mec, il met un dermoscope, c'est un dermatologue français qui répond, qui donne son avis, sauf que c'est vraiment de la fausse prévention, parce que tous ici, vous savez que quand un mec a quelque chose qui le tracasse, qu'est-ce qu'il vous montre en premier? Il vous montre une virus éborique. Hein? Et donc, tu vas voir, le mec, il va payer, le gars, il va toucher 12 euros pour la virus éborique, il touche 6 euros de plus pour la deuxième, et puis encore 6 euros de plus pour la troisième, t'as pas le droit d'en faire plus de 3, mais c'est de la pseudo-prévention. Tu vois? Donc, incontestablement, les pharmaciens se font bouffer la laine sur le dos par les prestataires. Hein, les prestataires, ceux qui délivrent les trucs d'orthopédie, ceux qui font les perfusions et compagnie. Donc ça, ils perdent un chiffre d'affaires incontestable et ils essayent de se refaire la cerise en changeant de métier. Mais surtout le problème, c'est l'assurance. Attends, le mec, il prescrit un médicament, il a un emmerde. Je te dis bonjour l'assurance, toi. Bonjour l'assurance. Non, moi, ça m'a énervé le coup de la vaccination parce que bon... En plus, sans compter le conflit d'intérêts. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, mais vous avez eu droit à un vaccin tétravalent. Hein, il y avait 4 virus dans le vaccin au lieu de 3. Aucune étude ne montre que c'est supérieur d'en avoir 4 que 3. Et comme par hasard, cette année, en plus, ça a moins mal marché, mais au lieu de coûter 5,50 €, ça a coûté 11 €. Personne ne moufte. Là tu vois, le lobby pharmaceutique vis-à-vis du gouvernement marche à fond la caisse. Nicolas Revel, ministre de la Santé, il rencontre tous les vendredis matins, il voit le directeur de cabinet d'Agnès Buzyn. Et clairement, Agnès Buzyn, elle est là pour faire joli dans le paysage parce qu'elle a une personnalité inattaquable. Hein. Mais la politique de santé se fait entre Macron, Revel et Fatome, qui était l'ancien conseiller social de Sarkozy et qui a survécu. Il a été chez Hollande, il était chez Sarkozy, Hollande, et là de nouveau il est recyclé chez Édouard Philippe. Hein, c'était l'ancien directeur de la DSS et accessoirement c'est le cousin d'Antoine Le Bonheur, qui est le président du RML Normandie FMF. Donc je te dis pas les réunions de famille. Alors oui, alors la coercition, oui, alors là, ça il me fait marrer beaucoup. À chaque fois que les négociations se passent mal, il nous dit, oui, mais attendez, là, si la négociation qu'on mène ici à la Caisse d'assurance maladie n'aboutit pas, ce sont les députés qui vont organiser les soins. Et là, vous aurez droit à la coercition. Je dis, monsieur le directeur, arrêtez, je suis mort de peur. Je suis mort de peur, elle a dit qu'il nous colle la coercition, parce que je vais vous dire un truc, hein. Qui nous colle la coercition, j'ai dit, la désertification, elle va s'aggraver, mais à grandes enjambées. Et les seuls qui porteront le fait de l'aggravation de la désertification, ce sera votre pomme et vos petits camarades. Hein. Alors là, je vais vous dire, vous tracassez pas. Nous, on se charge de rendre la mémoire aux Français sur la désertification. Et donc, c'est ça, ils nous menacent à chaque fois. Il n'y a pas une négociation où ils ne nous parlent pas de coercition. Soit en public, soit en privé. Et alors avec les gilets jaunes qui veulent tous avoir un médecin sur le palier, là je te dis pas. Indépendant, bah oui, on est indépendant. On est indépendant, alors c'est vrai, on n'a aucune subvention. On avait 10 000, c'était en 2011, donc on devait toucher 15 000 € de l'industrie pharmaceutique. La FMF touchait 15 000 €. Alors j'ai dit, écoutez les gars, là, soit il y a une erreur, soit il manque 2 €, et donc on leur a fait remballer leur chèque. Parce que je vais te dire, là c'est un pur scandale. Hors de question. L'industrie informatique, c'est pareil, on n'a aucune subvention. Si je parle d'Apicrypt, moi Apicrypt, j'ai toujours défendu Apicrypt, mais si vous connaissiez les gens d'Apicrypt qui ont développé leur messagerie à Dunkerque, route de Bergue, ces mecs-là, dans leur statut, ils ont interdiction de faire des bénéfices. S'ils font des bénéfices, ils doivent être réinvestis dans du matériel. Hein, et à 69 € Apicrypt, je peux te dire que c'est sans aucune concurrence. Et puis je suis assez fier d'avoir imposé là, parce que ça, c'est vraiment moi qui ai réussi à faire en sorte que Apicrypt soit reconnu comme messagerie sécurisée. Parce que quand Jean-Yves Robin a été directeur du DMP pendant quelques années, à la tête de la ZIP, il a fait en sorte de mettre des bâtons dans les roues d'Apicrypt
pour la rendre incompatible et ne pas pouvoir rentrer dans l'espace de confiance. Et donc maintenant ils y sont, et AppyCrypt maintenant a plus de 75 000 utilisateurs. Non, alors c'est ça qui est un peu emmerdant, c'est-à-dire qu'ils ont levé leurs conditions de sécurité. En fait, ce que j'ai appris, pas par les gens d'AppyCrypt, mais du temps où les RG accordaient, c'était au tout début quand moi j'avais déployé le truc, parce que quand DMP est arrivé, moi j'étais en train de payer sur les fonds qu'on m'avait filés, le déploiement d'un serveur où tu mettais le volet de synthèse et tu ne pouvais récupérer le volet de synthèse que dans des conditions de sécurité, avec la carte CPS dans le lecteur et la carte vitale du patient. Ouais, dans le stockage des données. Oui, oui, d'AppyCrypt. Ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Mais ils ont le droit maintenant, ils sont hébergeurs de données de santé, mais s'il y a une chose, alors là vraiment, là, que je crains absolument pas, c'est que AppyCrypt réutilise ces données. Je peux te dire, c'est des maniaques de la sécurité et de la confidentialité, au point que tu pourrais avoir, les adresses d'AppyCrypt, elles sont en clair. Tu pourrais avoir toute la liste des AppyCrypteurs, et tu pourrais envoyer un message généralisé à tout le monde. Sauf que, si tu fais un envoi groupé, les mecs d'AppyCrypt considèrent ça comme un spam, et ça les bloque. Tu peux avoir un truc que tu peux envoyer le même message à 2 correspondants, mais pas à 10 d'un coup. Ils bloquent les choses. Petite précision pour AppyCrypt, à ma connaissance, les données ne restent pas dans l'espace de confiance si c'est entre un AppyCrypté et un AppyCrypté. Là où il y a l'espace de confiance, c'est en un AppyCrypté et quelqu'un qui utilise le MSS où tu te découvres tes données de santé. Mais entre AppyCrypté, il n'y a pas de stockage de données. C'est toute la différence. C'est pour ça qu'on est passé d'AppyCrypt 1 à AppyCrypt 2. Pas du tout, parce que AppyCrypt, c'est l'État qui a imposé pour que ça soit dans l'espace de confiance. D'après ce que j'ai compris, c'est ceux qui sont en MSS qui vont faire que les données peuvent être stockées, mais pas ceux entre AppyCrypt. Ouais, Doctolib. Alors Doctolib, c'est génial. Doctolib, alors là, c'est la désorganisation en route du système de soins. Là, Doctolib, quand tu t'inscris sur Doctolib, tu donnes, le patient veut prendre un rendez-vous avec toi, tu donnes donc le nom, le portable pour envoyer les SMS, les mails. Eux, ils savent quel médecin tu consultes. Chez beaucoup de spécialistes, tu connais le motif de la consultation et tu sais à quel rythme le médecin consulte. C'est des bases de données incroyables. Et là, ils viennent de lever de nouveau 150 millions d'euros de fonds. Et j'étais dans l'avion ce matin et Bertrand, comment il s'appelle merde, j'ai plus son prénom. Bertrand, qui est un mec du Nord, qui est à la CSMF, me dit, regarde, qu'est-ce qu'il y a dans les donateurs qui ont participé. Il y a une boîte qui est directement liée au FBI. Donc, si tu veux, moi, quand ma femme s'était installée comme psychanalyste il y a 25 ans, elle s'appelait Guilouette. Et comme il y avait un tréma sur le U, ces cons l'ont appelée Guilonnette. Eh bien, pendant 25 ans, j'ai reçu des courriers au nom de Guilonnette. Je sais que le RSI a vendu le fichier des adhérents. Hein? Donc là, j'ai la preuve formelle que le fichier a été vendu aux adhérents par le RSI. Le fichier des adhérents a été vendu par le RSI. Là, chez Doctolib, leur modèle économique, c'est pas l'abonnement à 150 €. Hein. Le modèle économique, c'est la revente des données. Hein. Et là, Bertrand, là, lui, alors qui est vraiment un informaticien, il a relevé toutes les failles dans le système et tous les endroits où ça coince. Et si tu veux, il a donné un exemple d'un mec qui est chirurgien à la PHP et le patient prend rendez-vous avec lui sur le site de la PHP et il s'est retrouvé avec un rendez-vous à l'hôpital américain avec le même médecin. Pas le même prix, hein. Et puis, si toi, tu n'es pas sur Doctolib, tu veux prendre un rendez-vous avec le docteur Hamon, machin, tu fais Doctolib, le docteur Hamon n'est pas sur Doctolib, alors on te le dit. Mais par contre, on te donne les noms
de tous les mecs autour qui sont sur Doctolib. Hein, donc ça, Doctolib, alors avec en plus cerise sur le gâteau, avec l'avenant télémédecine, ils te prennent des rendez-vous de télémédecine. Hein, alors là, l'avenant numéro 6, il est formel. En dehors du médecin traitant, pas de téléconsultation. Là, Doctolib, pas de problème, il te garantit des rendez-vous de téléconsultation. Donc là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Alors, il y a des URPS qui se sont organisés, qui ont d'autres messageries sécurisées. Il y a Rhône-Alpes, il y a un truc qui s'appelle MedUnion. Mais la semaine dernière, j'ai rencontré au SNJMG un jeune qui m'avait téléphoné, mais je suis tellement sollicité, tu vois, par les mecs qui proposent des trucs. Là, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Lui aussi, il propose des prises de rendez-vous en ligne, mais un truc qui nous appartiendrait. Tu vois, et là, si nous, on stocke les données, moi, je ferai stocker les données chez AppyCrypt, tu vois, de façon à ce que les données soient vraiment confidentielles, tu vois. Et on pourrait avoir un système comme ça, seulement moi je l'ai proposé il y a plus d'1 an aux autres syndicats en disant, mais écoutez les gars, mais imaginez, si on avait cette base de données-là, nous on l'a fait anonymiser, on n'utilise pas les données des patients, on l'a fait anonymiser, mais vous avez une mine d'or sur l'activité des médecins, qui vient, à quel rythme et compagnie, on pourrait avoir des données qui seraient à exploiter, tu vois, mais on prendrait la précaution d'anonymiser les données. Et je pense qu'il n'y aurait aucun autre serveur que les mecs d'AppyCrypt pour que les mecs ne soient pas tentés de refourguer ce qu'ils ont. Voilà, donc Doctolib, pour moi, c'est l'horreur. Hein. Alors là, finalement, j'en avais parlé à Revel il y a plus d'1 an, et là, il y a quelques mois, il m'a dit, bon, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Doctolib est en train d'exploser, mais attends, Doctolib, bon, on a quand même quelques cartouches, là, il y a le grand et tout, on n'a vraiment pas communiqué vraiment sur Doctolib, on n'a pas fait l'affaire. Mais, je vais te donner un exemple, qui quand même fait froid dans le dos. Regarde, j'ai un gynécologue obstétricien dans les Hauts-de-Seine, tu vois, c'est un mec à l'ancienne, tu vois, obstétricien à l'ancienne, tu vois, qui parle aux femmes un peu comme ça, légèrement, tu vois, pas forcément délicat et tout, mais mec sympa, gentil, tu vois, humain et tout, mais bon, de temps en temps, c'est un peu lourd, quoi, hein. Et le gars examine une femme qu'il connaissait, tu vois, il lui fait l'examen vaginal, et puis... en examinant, tu vois, il trouve un truc, il la prévient pas, il fait un toucher rectal dans la foulée. Hein, et sans prévenir la femme. Donc, non mais le mec était. Non mais le gars il a expliqué, il m'a dit écoute, j'étais parti là-dedans, j'ai senti un truc, un kiss, c'était bizarre, ça faisait pas ouvert. Non mais le con, toi, mais non mais attends, le mec con total, mais bon. La fille porte plainte pour viol. Doctolib reçoit une commission rogatoire où l'ordre des médecins ne figurait pas. Ils ont donné la liste des 200 patientes qui avaient pris rendez-vous avec ce médecin, sans que l'ordre soit prévenu. J'ai appelé le président de l'ordre du 92. Alors, je vais te dire là, moi, quand cette affaire-là, quand vraiment on aura le temps et qu'on va taper sur Doctolib, là je peux te dire que ça va faire mal. Hein. Parce que là, les mecs, ils n'ont aucune éthique, ils ne respectent pas la loi, et en plus, tu vois, ils donnent des données de leurs patientes. Donc ça, sur Doctolib, il faut être extrêmement prudent. Alors c'est vrai, c'est vachement bien, les mecs ils prennent rendez-vous, c'est sympa si tu payes l'abonnement, tu vois, bon. Mais les données des patients, elles sont siphonnées, ça j'en suis persuadé, et puis t'inquiète pas que les mecs qui sont pas sur Doctolib, il y a de la concurrence déloyale. Hein. Donc Doctolib, c'est dans le collimateur, et on essaye de monter une solution intersyndicale de messagerie, de prise de rendez-vous en ligne. Voilà. Qui bénéficie, il faut que ce soit bénéficiaire pour tout le monde, tu vois, pas seulement pour une association qui est beaucoup plus organisée sur les soins non programmés. Et pareil, le gars avait mis des visites à domicile, et donc il avait eu 10 possibilités, mais il n'y a jamais eu personne qui l'a appelé. Donc cette chose-là va être à évaluer, parce que la bonne chose, c'est que 1, il y a l'instauration d'une régulation libérale. 2, il y a la majoration de 15 € sur les soins non programmés. Donc ça, c'est 2 choses positives. Mais 3, il ne faut pas que ça bénéficie à une catégorie de médecins. Il faut que ça puisse bénéficier à tout le monde. Toi, sinon, c'est pas la peine de. Et donc ça, c'est la négociation d'après sur les soins non programmés. Ceci dit, un Revel ne veut rien entendre. Hein. Ne veut rien entendre. J'ai dit, mais nom de Dieu, il y a 10 millions de passages. Il y a 10 millions de passages aux urgences qui n'ont rien à y foutre.
ça vous coûte 3 milliards, enfin ça coûte 3 milliards à la collectivité avec les MIGAC. J'ai dit, sur 10 millions de passages, vous rajoutez 15 euros. Merde, c'est pas 3 milliards, quoi. Ça lui coûte 150 millions, si vous préférez dépenser 3 milliards que 150 millions. Donc là, la négociation en est là. Oui, la première maison médicale de France, non, pas la première, mais c'était créé en 2004. Ça a été créé en 2004, et alors c'était drôle parce qu'on avait déposé le truc, une maison de garde intercommunale. On avait déposé le projet, je crois, 15 jours après la date du délai imparti, tout va bon. Et donc l'ARS a commencé à traîner des pieds. À l'époque, ça s'appelait pas l'ARS. Et du coup, il y a un journaliste du quotidien que je connaissais. Et donc on a eu un article d'une demi-page dans le quotidien du médecin. Et 3 jours après, j'étais prévenu par le ministère que ça allait. Qu'on allait pouvoir ouvrir nos maisons de garde. Et puis une autre fois, 2 ans après, il nous manquait 50 000 euros pour faire fonctionner le machin. Et pareil, j'ai fait un article en disant, bon, ben, si on n'a pas le pognon, on va pas s'emmerder à courir derrière, on a autre chose à foutre, on ferme. Et donc, 3 jours après, on avait le pognon. Et donc, quand il est parti à la retraite, Henri de Saint-Roman du côté du médecin, on a fait une petite réception. On lui a offert un cadre avec les 2 articles qu'il avait fait, qu'on avait encadrés, et on lui avait dit, Henri de Saint-Roman, la MMG de Clamart, reconnaissante. Et il y a une autre fois où il ne faut pas hésiter à faire du chantage, parce que la première année, là, vraiment la première année, on était à la rue, il nous manquait vraiment 30 000 euros, et le Conseil général des Hauts-de-Seine ne voulait pas nous le filer. Et il y avait un conseiller général qui était écolo qui m'a dit, mais tu sais qu'il file 300 000 euros à l'industrie pharmaceutique pour développer leur recherche. Alors j'ai appelé le vice-président du Conseil général, et je lui ai dit, c'était Philippe Juvin, c'était un pote à Sarkozy, et je lui ai dit, écoute Philippe, est-ce que tu veux que j'écrive aux Parisiens et que je lui dise que vous refusez 30 000 euros pour faire fonctionner une maison de garde qui intéresse quand même 300 000 personnes du sud des Hauts-de-Seine, et que vous préférez vous ne nous filez pas 30 000 euros et vous filez 300 000 euros à l'industrie pharmaceutique qui, comme chacun sait, est dans le besoin. Alors il m'a dit, t'as besoin de combien? Et donc, c'est comme ça que j'ai eu les ronds. faut pas hésiter de temps en temps à faire un peu de chantage. Ça marche aussi pas mal. Hein. Et la maison de garde, si tu veux, nous, il y a une régulation, mais comme c'est un point fixe, là, je sais plus, on en parlait tout à l'heure, à partir du moment où tu as un point fixe, très vite, tu as moitié-moitié. Tu as moitié régulation et moitié des gens qui connaissent le truc et qui y vont. Hein, c'est ouvert tous les soirs de 20h à 24h et les jours fériés de 9h à 24h. Et là, alors, je sais plus qui était emmerdé pour les majorations de dimanche, là. Ah, il est parti. Hein, il est parti, c'est ça. Sur les majorations de dimanche, là, c'est clair. Hein. T'es dans un point fixe de garde où t'es le médecin de garde. Les mecs qui viennent te consulter, régulés pas régulés, parce qu'ils voulaient savoir si c'était des visites justifiées ou pas, les consultations de nuit, là. T'es le point fixe de garde, toutes les consultations, c'est la majoration de nuit. Hein. Il n'est pas question de céder là-dessus. Hein. On va parler de en CPR. Bon, faut pas se laisser intimider. Hein. Non, mais vous parlez de majoration de nuit, c'est bien. Ouais, la majoration de nuit. Vous parlez de majoration de nuit ou de majoration spécifique PDS, qui elle nécessite que l'acte soit régulé. Ah oui, ça c'est la masse. Oui, mais ça c'est rien, ça c'est 3 euros de plus. Ça. Mais de toute façon, oui, mais attends, régulé, pas régulé, attends, si t'es de garde, c'est des trucs régulés, hein. Faut pas déconner là. Ouais, non, mais si c'est de garde, non, mais attends, tu vas pas t'emmerder à savoir, tu vas pas t'emmerder. Ils sont en train de chercher ça ici? Ils dépensent beaucoup d'argent en CP, en visite de nuit? Oui, parce qu'il y a une spécificité locale. C'est vrai que, à la différence de la métropole, je crois, il y a vraiment très peu d'actes régulés ici. Ils estiment à 58% des actes en permanence au soin, je parle, hein, pas on appelle ça, pas en continuité des soins. Ouais. Pas la journée, hein, je parle de soir, nuit, week-end. Ouais.
Non, mais bon, moi, toi, je consulte le samedi après-midi, mais c'est clair. Hein. Moi, j'ai mes rendez-vous, j'ai des gens qui ont rendez-vous le samedi après-midi. Si les gens appellent après-midi et que je ne peux pas les voir avant 13 heures, moi, j'applique le GF. Hein. J'applique le GF, j'applique pas le GF régulier. Le 15 envoie de temps en temps, mais j'applique le GF. Hein. J'ai jamais été emmerdé. Hein. Parce que bon, j'en vois quoi, 3 ou 4 dans l'après-midi. Hein. Le reste, c'est des trucs sur rendez-vous. Hein. La ROSP. Alors la ROSP, c'est un vrai bon sujet. J'en vois qui n'écoutent pas dans le fond. Vous avez fini tous les deux, hein? J'en vois qui n'écoutent pas dans le fond. Hein. C'est incroyable, ça, vraiment. Hein. Je vous ai vus tous les deux. Hein. Et la ROSP, c'est ça. Pour nous, la ROSP, on doit la supprimer. D'accord? Mais on ne perd pas le pognon. Hein. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Ça coûte 240 millions par an à la Caisse d'assurance maladie. Qui nous foutent ça dans un forfait structure. Hein. De toute façon, il en manquera encore dans le forfait structure, parce que pour nous, le forfait structure, ça devrait coûter à la Caisse d'assurance maladie environ 2 milliards, hein, pour que toi, tu aies les moyens d'avoir un secrétariat pour accueillir correctement les patients, des locaux corrects pour accueillir les internes, etc. Et tu supprimes la ROSP. Par contre, il y a un truc qui marche bien, qui a marché dans les Pays de Loire et en Normandie, et en Bretagne, c'était les groupes qualité. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des groupes qualité, mais Revel en a parlé 3 fois, il l'a écrit là cette fois-ci. Ils avaient mis ça dans un, je ne sais pas si vous connaissez, chaque année la Caisse d'assurance maladie publie un truc qui s'appelle Charges des produits, qui montre la politique à venir pour l'année de la Caisse d'assurance maladie. Charges des produits. C'est un truc que tu peux télécharger sur le site de la Caisse. Et donc, les groupes qualité, c'est des médecins qui se réunissent sur un thème donné. Hein, et donc, pour harmoniser leurs pratiques. C'est comme un groupe de pairs, mais un groupe de pairs avec un thème de santé publique. Et en Bretagne, les gens sont rémunérés, je crois que c'est 150 € la soirée, 100 ou 150 € la soirée. Et pour la première fois, ça fait réaliser des économies à la Caisse d'assurance maladie. Et là, pour la première fois, Revel m'a dit, je ne serais pas opposé à ce qu'il y ait un intéressement. Alors j'ai dit, attendez, parce que là, le groupe qualité sur, je ne sais plus combien de groupes qualité, ils avaient fait, mais quelque chose d'important, hein, comme c'était il y avait 150 médecins, il y avait 20 millions d'euros, hein, pour 150 médecins, prescription. Donc, à partir de là, sur les prescriptions, tu aurais un... Bonsoir. Entrez. Et à partir de là, tu vois, sur 20 millions d'euros, toi, tu toucherais à répartir entre les médecins, tu toucherais 10 ou 20% à te répartir, tu vois. Je dis, si vous voulez mettre un intéressement, plutôt que de faire un objectif, une rémunération sur objectif de santé publique, qui est un pataquès, là, les mecs se réunissent sur la base du volontariat, tu indemnises leurs réunions de soirée, tu fais 4-5 réunions par an, tu vois, et tu mets un intéressement. Donc ça, c'est la piste qu'on propose. Mais alors là, dire avant que ça fonctionne, mais là, quand même, cette année, pour la première fois, il en a parlé 3 fois. Dans les charges des produits et 2 fois dans la négociation qu'on mène là sur les CPTS et sur l'assistant. Ça ne va pas être le biais qu'ils vont trouver pour essayer de... Ce qu'ils essayent de faire dans la ROSP d'ailleurs, mais dans la ROSP, tu restes libre. Moi, j'y suis à la ROSP, j'y ai toujours été, mais il y a des critères que je considère comme pertinents, que je respecte, et il y a des critères que je considère comme pas pertinents, le DO du sein par exemple, que je ne respecte pas. Tu vois ? Si les thèmes sont imposés, est-ce que les thèmes seront imposés? Alors, ces thèmes, non, on a dit que ce seraient des thèmes qui seraient choisis par les médecins en concertation avec la Caisse d'assurance maladie. Ça, ce serait des trucs... Et donc, moi, je pense que c'est un truc assez... Ça peut être intéressant parce que c'est basé sur le volontariat et puis sur des thèmes de santé publique. Et à ce moment-là, parce que la ROSP, là, actuellement, là, ce qui est quand même relativement drôle, entre guillemets, je ne sais pas si vous avez vous recevez vos tests hémocultes en ce moment? Il n'y a pas de... Ouais, mais attends, est-ce que vous les recevez? Ben voilà, alors tu les reçois plus. Moi, j'en ai plus depuis 5 mois.
Mais malgré ça, il y a quand même un indicateur sur les tests. Donc là, on demande que ce test-là ne soit pas barré, mais que soit payé au plafond. Et pareil pour les vaccins contre la grippe. Le vaccin contre la grippe, nous, on s'est retrouvé en pénurie. Alors vous, c'est vous qui avez frappé les premiers, donc vous avez dû en avoir suffisamment, mais nous, on n'en avait plus. Et malgré ça, il y a un indicateur sur la ROSP. Donc on a demandé que ces indicateurs-là soient payés au plafond. Voilà. Bon, tout en sachant qu'en plus, cette année, en plus, non seulement il y avait 4 vaccins, mais en plus, il n'a pas marché terrible. Alors après, question qui nous taraude, faut-il encore rester dans la négociation? Oui, ben, c'est une bonne question. Et pourquoi pas les faire? Pourquoi? Alors, je vais répondre en même temps à pourquoi on a signé la convention. Pourquoi on reste dans la négociation? On reste dans la négociation parce que on a réussi à les faire bouger. Quand ils ont dit que l'assistant médical devait entraîner une augmentation de la productivité, qu'on devait passer de 3 consultations de l'heure à 6 consultations de l'heure, on a tellement tapé fort qu'ils ont été obligés de reculer. Alors ils ont expliqué qu'on avait mal compris, qu'ils ne l'avaient jamais dit, etc. Sauf que moi j'avais fait la photo de la diapo où il y avait marqué 3 consultations à 6 consultations. Et alors j'ai répondu, c'est juste un simple tweet, hein. Et j'ai dit, ils l'ont pas dit, ils l'ont écrit. Hein. Donc à ce moment-là, ils ont reculé là-dessus et ils n'ont pas été à l'aise. Et du coup, maintenant, quand on arrive en séance, on n'a plus aucun diaporama. Ils nous envoient, même pas la veille, pour le lendemain, il n'y a plus de diaporama pour qu'on ne puisse pas l'utiliser. Et avant, ils le mettaient, ils projetaient un diaporama, mais là, ils le projettent même plus en séance. C'est vraiment un brainstorming, ça discute, ça fait des propositions, mais il n'y a plus rien d'écrit, quoi. Ils se méfient comme la peste. Et ils sont, à mon avis, ils sont dans la merde parce que, un, ils n'ont pas envie de lâcher de pognon parce qu'avec les gilets jaunes, ils en ont lâché un paquet. Et deux, je pense qu'ils n'ont aucune idée pour sortir la médecine libérale de la merde où elle est. La médecine libérale et également l'hôpital. Hein. Ils sont en train de reculer vaguement sur la T2A. Ils sont en train de reculer sur le numerus. Ils ont deux idées. C'est le numerus clausus et les assistants médicaux, c'est tout. Et les fameuses CPTS. Et les fameuses CPTS, là, les communautés professionnelles territoriales de santé, je peux vous dire qu'en matière d'organisation, ça c'est con, j'aurais dû avoir le truc, et j'ai laissé mon ordi là. Tu as les missions des CPTS, tu as 6 missions des CPTS, mais tu te dis, putain, tu regardes ça, tu dis, attends, mais tu soignes les gens quand? Tu passes ton temps en réunion. Hein? Ce serait bien quand même que tu puisses avoir le temps d'examiner un mec, quoi. Dis-toi, je sais pas, moi, hein, c'est notre métier, quoi. Hein. Notre métier, c'est pas de se réunir autour de la tasse à café avec l'infirmière, le pharmacien du coin, le kiné, et tout, et de remplir les cases que te demande de remplir l'ARS. Donc c'est complètement déconnant. Alors sur l'organisation territoriale, nous on leur dit, on serait d'accord pour une organisation territoriale, mais il n'y a pas 50 thèmes. Il n'y a qu'un truc qui fait chier les Français, et la demande présidentielle, c'est les soins non programmés en journée. Hein, donc, il n'y a pas 50 façons. 1, tu mets en place une régulation libérale. 2, tu permets aux médecins libéraux qui acceptent les soins non programmés d'être rémunérés au minimum avec la MTU à 15 balles. Hein, et à ce moment-là, tu peux commencer à réfléchir sur une organisation territoriale. Tu vois? Mais là où ça devient déconnant, c'est que, alors, ouais, vous n'avez pas regardé du tout, hein, si tu as une communauté territoriale de, alors c'est 30 000, 60 000, 80 000. Et le maximum, si tu remplis toutes les missions du truc, tu dois toucher 200 000 euros pour 80 000 médecins, 80 000 patients. Hein, c'est ça, hein? Bon. Alors on leur a dit, alors il y a des CPTS qui font des tailles invraisemblables dans le centre Pays de Loire, ils ont fait un truc pour 300 000 habitants, mais ça veut dire que tu vas complètement dépenser ton pognon pour un coordinateur, pour un informaticien qui va gérer l'informatique, etc. Donc c'est un truc complètement déconnant. Donc là actuellement sur les CPTS, ça bloque complètement. Mais
On reste encore en négociation parce que ça va discuter jusqu'au 22 avril. Et le 22 avril, on essaiera de les pousser dans leur retranchement. Et si ce n'est pas satisfaisant, on ne signera pas. Hein, c'est clair. Ça, c'est clair. Là, pourquoi j'ai signé la convention, hein, puis ce sera la dernière intervention, parce que Marty, je lui en veux un petit peu, parce que Marty, on lui a largement ouvert les portes. Et vraiment, hein, on lui avait fait des tas de propositions, etc. Il sait très bien que la faiblesse du syndicalisme français, médical français, c'est d'être divisé. Hein, et lui, il en a rajouté une couche en se syndiquant, bon, en créant un autre syndicat. C'est fatigant, hein, c'est fatigant parce que moi j'ai passé mon temps à, justement, on a fait fusionner la FMF généraliste avec Espace généraliste en 2009. Ça a été un sacré boulot, ça a fait fuir pas mal de spécialistes de la FMF parce qu'il y avait beaucoup de mecs qui ne voulaient pas que les mecs d'Espace généraliste, qui étaient en partie des gens qui étaient une scission d'MG France, etc., ils ont dit voilà, c'est les généralistes qui rentrent, ils vont tout bouffer, etc. Donc ça a fait fuir une partie d'esprit. Et pendant que tu te fais chier à faire une fusion, tu as un abruti, là, pour montrer sa bobine, qui fait un autre syndicat. Mais nous, chez nous, s'il était si fort que ça, il cotisait, il faisait voter, et il faisait ce que nous, on a fait en 2011. Hein. Quand en 2002, on a fait rentrer 2000 généralistes à la FMF à la suite de la coordination, on a viré tout le monde, sauf le président. Et le président, on l'a gardé de 2002 à 2011. Et puis à 2011, vraiment, c'était insupportable. Là, on l'a viré, et là, je suis venu. Hein. Et encore, je suis venu par défaut, hein, parce que personne ne voulait y aller. Hein. Donc voilà, si tu veux, moi, sur Marty, la division syndicale nuit aux médecins. Hein. Alors certes, ils ont monté leur syndicat après qu'on ait signé la convention, mais je pense que de toute façon, on n'aurait pas signé la convention, ils auraient quand même fait leur syndicat. Alors pourquoi j'ai signé la convention? Pour deux raisons simples. La première, c'est que je pensais sincèrement que une gauche en mal de réélection serait plus généreuse, entre guillemets, que une droite nouvellement élue. Hein. On avait vu ce qui s'était passé avant. On a réussi quand même à grappiller autour de 700, 800 millions d'euros en tout. Hein. Je suis désolé, mais c'est vrai que ceux qui en ont surtout profité, c'est les Antillais, parce que j'ai fait croire à Revel que la Guadeloupe et la Martinique voteraient contre moi contre la signature conventionnelle si on n'alignait pas leur tarif de consultation sur votre tarif à vous. Donc la Martinique et la Guadeloupe, ils se sont pris 4 € de consultation supplémentaire. Et je vous demande combien ça a rapporté à la FMF d'adhérents. 4 adhérents. 4 adhérents, tu vois. Et la gynécologie médicale, où j'ai obtenu que le frottis soit fait à taux plein, ce sont les deux choses que j'ai obtenues sur la gare de... J'étais sur la gare de Quiberon, j'allais à mon assemblée générale qui allait décider de signer ou pas la convention. Et à la gare de Quiberon, j'ai appelé Revel en disant écoutez, ça va être ric-rac, hein. Ça va être ric-rac, hein. Vous avez intérêt à lâcher le pognon parce que là, je vais vous dire, si vous ne lâchez pas ces deux choses-là, c'est cuit. Et donc j'ai obtenu que le frottis soit pris à taux plein. Parce que jusque-là, c'était G plus frottis sur 2. Et j'ai dit, vous me faites le frottis à taux plein, sinon les gynécos ne vont pas voter. Et j'ai dit, vous me faites le truc sur les dom-toms, là, sur les dom aux Antilles, vous alignez ça sur le tarif de la Réunion. Et donc, voilà. Parce que ça coûtait, lui, ça lui coûtait pas cher, mais mine de rien, si tu veux, il y en a à qui ça a quand même fait gagner quand même quelques milliers d'euros, quand même, hein. Eh ben, pas assez pour faire cotiser à la FMF. Hein. Voilà, donc ça, si tu veux, bon. Et en fait, moi, je signais, non pas pour ramasser ça, mais bon, ça a quand même avancé de 6 mois l'augmentation de la consultation, parce que quand tu signes, ça s'applique 6 mois après. Et puis surtout, je voulais voir comment Revel discuterait avec nous une fois qu'on avait signé. Est-ce qu'il changerait de position à notre égard en disant qu'on était capable de prendre des risques en signant la convention et de voir s'il nous écouterait davantage? Bah, je peux vous dire, ça n'a rien changé. Hein. Donc, si tu veux, je me suis fait baiser une fois,
il fallait tenter le coup, mais je ne me ferai pas baiser d'eux. Hein. Voilà. Je crois que tu as toutes tes réponses, là. Utilise le micro, Patrice. Alors, Philippe nous répète à l'occasion que la médecine libérale est extrêmement menacée, qu'elle est en voie d'extinction totale sous peu. Moi, j'ai deux questions. Dans la mesure où ils relâchent le numerus clausus et où donc ils vont produire plus de médecins, dans la mesure où Macron est pas franchement un antilibéral, quels sont les arguments qui font penser que Macron est une menace pour la médecine libérale? Moi, je pense que tu n'as pas tort. Il y a plusieurs signes, qui sont clairs. Hein. Là, ils augmentent le numerus clausus. Alors, ce qui doit rassurer quand même, c'est qu'ils ont prévu d'augmenter le numerus clausus, mais tu n'as aucun budget d'augmentation des enseignants, ni des capacités d'enseignants. Ça, c'est le premier point. Tu fais 20% de médecins en plus, mais tu n'augmentes pas le nombre d'enseignants. Et en médecine libérale, pareil. Tu n'augmentes pas le nombre de stages, de maîtres de stage en libéral. Hein. Donc, leur numerus clausus, ils se disent, dans 10 ans, tu vois, Macron doit penser, j'en serai à la fin de mon 3e quinquennat, ça va, je suis peinard. Hein. Hein. Donc, parce que le numerus clausus, dans 10 ans, tu vois, ça augmentera peut-être de 10 en 12 ans, si tu veux, en admettant que les mecs fassent de la médecine. Hein. Bon. Et puis pour le reste, il y a quand même des signaux. La dérégulation du système, Doctolib fait partie de la dérégulation du système. La télémédecine fait partie de la dérégulation du système. Hein. Les prescriptions chez le pharmacien, les conventions, les télécabines chez le pharmacien, etc. Donc, moi, je trouve que rien n'est perdu, en fait. Hein. Mais moi, ce qui me terrifie, c'est l'apathie des médecins. Parce que quand même, quand tu vois ça arriver, tout le monde sait quand même que bon, les pharmaciens, ils ont le droit maintenant, dans leur convention avec l'avenant 15, ils touchent des ronds pour avoir une télécabine de consultation dans leur pharmacie. Tout le monde voit les députés qui veulent que les pharmaciens prescrivent. Hein. Tout le monde veut que les infirmières aux pratiques avancées, on va leur faire surveiller les maladies chroniques. Et pendant ce temps-là, celle avec qui tu bosses depuis 30 ans, elle se déplace toujours pour 2,50 €. Alors ici, je ne sais pas si c'est plus ou pas, mais de toute façon, ça ne doit pas chercher bien loin. Hein. Donc c'est un vrai scandale. Et puis pendant ce temps-là, tu as tous les maires des grandes agglomérations qui te collent des prunes. Le caducée, tu peux te torcher avec, maintenant ça ne sert plus à rien. Tu prends ta prune normalement, parce que le mec, maintenant, il est dans sa bagnole, il a un scanner, il scanne la plaque, et puis c'est tout. Hein. Il ne voit même pas si tu as ton caducée ou pas. De toute façon, même s'il voyait, il t'en collerait une quand même. Donc entre Hidalgo, Collomb et compagnie, ou alors tu as les écolos qui te collent des poteaux partout, que pour que tu ne peux pas te garer, même de travers, sans faire chier personne, tu vois. Donc les visites à domicile, le maintien à domicile des personnes âgées, c'est des mots, tu vois. Donc effectivement, la médecine libérale, elle est clairement menacée. Il n'y a qu'une façon. Il n'y a qu'une façon, c'est effectivement de s'organiser et c'est de leur apporter une réponse. C'est-à-dire que là, les fameuses CPTS, si tu veux, c'est tout ou rien. On est capable, les libéraux, d'avoir une réponse aux soins non programmés. On leur dit, bon d'accord, vous mettez la régulation libérale, vous mettez du pognon sur la visite, et on s'organise. Et les patients dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en disent? De quoi? De la disparition des médecins? De la transformation de la médecine en fast-food médecine? Non, mais là, si tu veux, les patients, alors si tu veux, ce qui est terrible... Pas la sécurité, alors, le confort. Là, je vais te dire, dans les grandes agglomérations, c'est très net. Moi, j'ai un mec qui bosse dans une banque, là, dans le côté trader, tu vois, il me dit, mais attends, mais tous les mecs de chez moi, ils utilisent Doctolib, ils en ont rien à foutre, ils prennent le premier médecin qui est libre, etc. Bon, ça, c'est bon. Ensuite, les téléconsultations, on bossait avec une boîte de communication qui s'appelle Dentsu. La fille nous a dit, avec Care a envoyé un papier à Dentsu, où il y a 3000 salariés, en disant, écoutez, on a un système pour vous, un médecin, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Care. Bon. C'est 360 € l'abonnement annuel. Alors j'imagine que pour une société de 3000 machin, ils ont dû faire un prix. Mais moi, tu me files 360 € par an et par patient. Moi, je te garantis qu'avec mes 2000 patients médecins traitants, 720 000 € par an,
je t'organise une permanence de soins 24 heures sur 24 avec des mecs qui sont compétents. Tu vois. Mais c'est fini l'abonnement maintenant, puisque mais... de toute manière, c'est devenu, depuis le 15 septembre dernier, c'est devenu une consultation à part entière. Ouais, mais attends, sur le tutu chapeau pointi, parce que ces mecs-là, je vais te dire, c'est fromage et dessert. Hein. T'inquiète pas, les mecs, t'as une autre plateforme, Livy, eux, ils codent pas le TG, téléconsultation, ils codent un G. Ils envoient une feuille avec un G. Donc la caisse d'assurance maladie rembourse. C'est le même prix. Eh oui, mais si tu mets TG, la caisse d'assurance maladie va dire ah ça n'a pas été demandé par le médecin traitant, machin, etc. Donc ils vont pas rembourser. Mais les mecs, ils ont oublié d'être cons, ils mettent un G. Et là, la caisse d'assurance maladie, maintenant, elle a repéré les mecs qui bossent chez Livy et elle ne rembourse plus. Dans le programme là, moi j'avais signé l'avenant 6 sur la télémédecine parce que je voulais pas de vague au syndicat et de toute façon, l'avenant 6, il était validé par la signature des 3 syndicats précédents. On était le dernier à signer. On aurait signé, pas signé, ça ne faisait pas de différence, l'avenant s'appliquait. Donc on aurait pu s'abstenir. Je ne me suis pas abstenu parce qu'on a eu un président de syndicat de la branche généraliste qui a fait un chantage à la démission si on ne signait pas. Ça ne m'a pas trop plu, mais je me suis dit, bon, autre chose d'important, on veut signer cette merde, on signe cette merde. Et tous les inconvénients que j'avais prévus, ils arrivent. C'est-à-dire que les mecs, ils disent c'est en l'absence du médecin traitant ou si le médecin traitant n'a pas pu être joint, va faire la preuve que ces mecs-là ont essayé de te joindre. T'es mort. T'es mort. Donc il faut réécrire l'avenant. La première urgence, ça va faire partie du programme de l'Assemblée générale. Je vais demander à ce qu'on réécrive l'avenant numéro 6. Hein, et puis je vais redemander qu'on commence à s'intéresser de près aux activités de Doctolib. Et avec tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a un certain nombre de médecins qui vont vouloir se déconventionner totalement? Alors là, je parle plus, tu sais, ma citation préférée, c'est, alors j'ai plus le droit d'utiliser au syndicat, c'est une citation de Chirac qui dit en France on greffe de tout, on greffe des foies, on greffe des reins, on greffe des cœurs, on greffe de tout sauf des couilles parce qu'on manque de donneurs, tu vois. Et oui, mais quand même, maintenant, il va y avoir... Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de cette fameuse phrase, la médecine à deux vitesses, qui n'était pas réalité jusqu'à présent. Mais maintenant, tu auras de la médecine en cabine chez un pharmacien, en téléconsultation, éventuellement, dans les CPTS en fast-food médecine. Le mec qui veut vraiment se faire soigner correctement, qu'est-ce qu'il va faire? Et je pense sincèrement que si on veut vraiment pas mourir, là, je pense que c'est, enfin là, honnêtement, c'est notre dernier combat, quoi. Si, avec ce que je vous ai dit là ce soir, si on n'est pas en capacité de mobiliser les médecins pour dire on ne doit pas accepter ça, et qu'on montre notre poids quand même, putain. Parce que merde, on a du poids. Faire une vraie grève. Hein? Ça sera les gilets blancs. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, si tu veux, là, moi, je commence à taper sur le faible niveau de la représentation nationale qui vote n'importe quoi en ce moment. Il y a encore, ça doit repasser par le Sénat avant de repasser à l'Assemblée nationale. On a jusqu'à fin avril, début mai, pour rencontrer les médecins. Et il n'y a pas 50 façons. C'est-à-dire que c'est multiplier les réunions comme celles qu'on fait ce soir pour informer les gens. Il faut vraiment leur dire, mais attendez les mecs, là, là on veut notre peau. Moi quand je dis à Nicolas Revel, je dis, mais nom de Dieu, arrêtez de nous emmerder avec les assistants. L'assistant, pour moi, c'est une super secrétaire. Et après, tu as le président d'MG France qui vient me voir en disant, mais Jean-Paul, t'es contre-productif. Tu ne dois pas parler de secrétaire. Parle d'assistant, c'est ce qu'ils veulent entendre. Mais je dis, nom de Dieu, je dis, moi, j'appelle un chat, tu vois. Et quand j'ai tapé sur le plan Macron et compagnie en disant que c'était totalement adapté, etc., quand Macron a présenté son plan à l'Élysée, tu arrives à l'Élysée, donc tu as, je sais pas, 500 personnes dans la grande salle des fêtes de l'Élysée, là tu as Macron qui fait son numéro. Et puis moi j'avais repéré toutes les télés qui étaient dehors. Et après, les mecs, t'as toutes les têtes couronnées de France là, qui sont là, donc les mecs, ils essayent de les approcher, leur serrer la louche, leur dire deux mots, donc ils ont rien.
Et moi, je suis allé dans la cour de l'Élysée parler avec les télés. Et toutes les télés, j'ai dit, mais le plan Macron, il est sous-dimensionné par rapport à ce qui nous attend. La France est en train de se désertifier et je n'ai pas entendu parler d'argent à mettre sur la table. Parce que tu me demandais de résumer ce que j'avais dit dans le bouquin, les 30 dernières pages du bouquin, je vais te dire, je les résume en 10 phrases. Il faut faire connaître l'exercice libéral aux étudiants pour qu'ils aient plus peur de s'installer. Il faut que la maîtrise de stage soit valorisée, y compris chez les spécialistes, parce qu'il y a des spécialistes que tu dois absolument faire, à qui tu dois faire absolument connaître pour que les mômes s'installent. La France est en train de se désertifier. Ça c'est le premier point. Et tu commences par le 3e cycle, mais il faut que tu valorises la maîtrise de stage, que tu doubles les indemnités de maître de stage. Ça, c'est le premier point. Le 2e point, il faut que tu aies un forfait structure, mais un vrai forfait structure qui te permette d'avoir du personnel, des locaux corrects et des locaux pour accueillir correctement les patients, une informatique communicante pour justement communiquer avec tes correspondants. Et quand tu vois le DMP actuellement, mais nom de Dieu, si tu imposes aux mecs de communiquer, je ne sais pas si vous recevez les comptes rendus des spécialistes ici ou de l'hosto par messagerie, mais c'est vachement au poil. Tu sois ça, tu regardes, t'intègres, c'est dans le dossier du patient, c'est impeccable, tu vois. Et si les mecs ils veulent que le DMP existe, à ce moment-là, le volet de synthèse qui est la responsabilité du médecin traitant, tu le rémunères pas 5 €. À ce moment-là, tu rouvres le forfait médecin référent qui avait été supprimé par la caisse d'assurance maladie. Et ça, alors Revel commence à calculer, il me dit ça coûte 2 milliards. J'ai écouté monsieur le directeur, vous ne savez pas compter, ça vous coûtera 3. Mais je dis mais 3 milliards, on les a quand vous voulez, parce que vos forfaits à la con, les forfaits structures qui ne sont pas suffisants, ça vous coûte déjà 500 millions. Donc ceux-là, on n'en veut plus. Mais vous mettez 3 milliards sur la table en échange d'un secrétariat, d'une participation aux soins non programmés, pourvu que ceci soit revalorisé, hein, et puis, point final, voilà le boulot, tu vois. Alors tu calcules ce que ça fait, 50 ou 60 € par ton nombre de patients médecins traitants, et tu me dis si ce que je te dis, si ce que je vous propose n'est pas réalisable. Et les mutuelles actuellement, elles ont 1 milliard, elles dépensent 1 milliard pour avoir les contrats responsables, et donc elles font des actions de prévention, hein. Et moyennant quoi, vous avez tous vu des mutuelles qui font des actions de prévention. C'est des actions de prévention qui sont totalement hétérogènes parce qu'elles ne sont pas coordonnées, hein. Chaque mutuelle fait son truc. Et les mecs qui vont dans des actions de prévention faites par les mutuelles, vous voyez tous que c'est des gens qui sont déjà surveillés. Donc c'est des actions de prévention qui servent à rien. Donc tu mets les 500 millions du forfait, tu mets le milliard des mutuelles dans les soins non programmés, tu es déjà à 1,5 milliard. Hein. Là, on peut mettre facilement 2 milliards pour justement que toi, tu aies ce forfait structure digne de ce nom, et à ce moment-là, tu commences à redonner envie aux jeunes de s'installer, et aux mecs de rester, c'est tout. Tandis que là, actuellement, ils sont en train de désorganiser les soins. Moi, j'avais été manifesté devant le ministère de Bercy, quand Macron était au budget, et qu'il voulait faire vendre les médicaments en pharmacie chez Leclerc. Vous vous souvenez de ça, hein? En fait, c'est un mec, il n'aime pas les libéraux, parce que les libéraux, c'est des mecs qui sont indépendants, hein, et qui sont pas contrôlables. Et donc, s'il fragilise les libéraux, que ce soit les pharmaciens, que ce soit les médecins, et bien pour lui, ça lui fait des vacances. Qui pense, hein? Et c'est tout, c'est tout. Là, si sur ce coup-là, si vraiment, là, le fin avril, ça bouge pas, que ça reste, qu'ils n'ont pas avancé sur leur proposition, là, à ce moment-là, il va falloir qu'on bouge, hein, les jeunes. Hein. Sinon, il va falloir changer de métier. Hein. Enfin, moi, j'espère que ça va bouger, parce que la pire des choses, ce serait que les mecs se tirent, parce que le système, il tient, parce qu'il y a 12 000 médecins retraités actifs. 12 000 médecins retraités actifs. Imaginez que ces mecs-là se tirent, il va falloir rester en bonne santé, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, mon petit. Non, les autres questions, c'est qu'il faut que l'ensemble des médecins soient au courant de ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que ce soir, tu es ici au Créolia. Mais je pense qu'il faut que communiquer entre vous, si vous avez été un peu convaincu de ce qui va se passer, c'est que demain, donc, on est à Saint-Leu,
chez Albert Traiteur. Il faut qu'il y ait du monde. Alors il y a plus de monde demain parce que beaucoup de gens sont dans l'Ouest. Mais néanmoins, il faut que... Alors nous, on est tous au courant, la plupart des personnes qui sont autour de la table. Mais il faut que les jeunes, notamment les jeunes, parce que... Alors, je ne sais pas ce qui se passe à MG, quand on va parler syndicalisme, mais moi j'ai des internes, ils sont absolument pas au courant de rien de ce qui est en train de se passer. C'est affligeant. On a l'impression qu'ils vont faire les stages chez les médecins libéraux comme si dans 20 ans, ça sera encore les mêmes médecins libéraux. C'est affligeant. Et mes internes me disent « Ah bon ben oui, renseigne-toi. » Alors j'espère qu'il y en a, il y a quelques jeunes là, mais il faut qu'ils se bougent. Mais si vous avez des potes dans ce secteur-là, vous leur dites qu'on se réunit, et à quel endroit on se réunit, tu vas dire ça, mais au moins il faut ça, il faut rencontrer les gens. Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir ce soir à la radio, tu vois, c'est que j'ai rencontré, il y a deux infirmiers qui ont appelé. Hein, j'en ai parlé à quelques-uns, là. Et c'est la première fois que j'entends un infirmier parler comme ça. Le mec, il dit, il a bien mesuré que les internes se sont fait traiter d'ingrats et de corporatistes, tu vois, parce que bon, ils refusaient la coercition, etc. Ils ne voulaient pas aller consulter dans les déserts. Et l'infirmier, il a dit, mais ce que je pense vraiment, tu vois, il a dit, mais attends, ce métier-là, il est dur. C'est des jeunes. Ils découvrent la maladie, ils découvrent la mort, ils découvrent la fragilité de l'existence. Et ces gens-là, en plus, moi j'ai rajouté, 27% ont pensé au suicide. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale. 27%. Putain, c'est un métier dur, quoi. C'est un métier qu'on doit respecter, quoi. On le fait hein, parce que les mecs ils pensent que c'est pour gagner du pognon, quoi. Hein, bon, on va pas en plus en perdre, quoi. Hein, on n'est pas des mères Teresa quand même, faut quand même pas déconner. Hein. Mais là, tu vois, c'est un métier dur et les députés ils ont montré leur hostilité. Hein. C'est ça qui est terrible. La représentation nationale, elle a montré son hostilité en voulant mettre la coercition, et non seulement en mettant la coercition, mais en disant que les internes, c'était des jeunes ingrats et corporatistes. Sauf que des mecs ingrats, quand tu vois que les mecs à Bac plus 4, ils bossent à 80 centimes de l'heure, hein, et qu'à Bac plus 8, ils bossent à 6,89 € de l'heure. Pendant les 3 ou 4 ans, ils font marcher les hôpitaux à 6,89 € de l'heure. Et bien ces mecs-là, ils n'ont pas remboursé leurs études parce qu'ils les ont remboursées depuis longtemps. Hein. Et ça, pour moi, c'était important à entendre, tu vois. Et ça, il faut le dire aux jeunes, tu vois. Mais moi, les jeunes, moi ce dont j'ai besoin, c'est que dans ce syndicat, il y a des jeunes qui rentrent, tu vois. Et que ces jeunes-là, ils n'aillent pas dans un syndicat comme MG France ou Réagir, qui dit qu'il faut supprimer le secteur 2. Moi, le secteur 2, je suis en secteur 1. Hein. Je suis médecin généraliste. Et en secteur 2, un jour, j'étais avec Van Rockeghem, le directeur de la caisse d'assurance maladie, c'était pendant une négociation. Et puis, on était à la machine à café, tu vois, la négociation se terminait, il devait être 2 h du mat et tout. Et Van Rockeghem, tu me dis, mais Hamon, je comprends pas, vous êtes généraliste, vous êtes en secteur 1, pourquoi vous défendez les chirurgiens en secteur 2? Et alors, je t'ai regardé, je dis, monsieur le directeur, vous êtes intelligent, vous êtes polytechnicien? Je dis, pourquoi je défends les chirurgiens en secteur 2? Parce que j'ai pas envie que ma prostate soit opérée par un Tchétchène. Et là, il s'est arrêté, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, vous avez raison. Parce que ces mecs-là, ils vont pas rester chez nous, hein. Ils vont se barrer en Angleterre, ils vont se barrer aux États-Unis, ils vont se barrer là où ils sont mieux payés, ou ils vont se barrer en Suisse. Moi, j'ai une de mes anciennes internes, elle a dit, j'avais un problème avec SOS sur le secteur, et comme je savais qu'elle était rentrée à SOS, je l'appelle. Et au téléphone, elle me dit, ah oui, mais Jean-Paul, non, mais attends, excuse-moi, je suis à Lausanne. Je dis, à Lausanne, je dis, depuis 1 an. Elle me dit, vraiment, j'aurais dû me barrer plus tôt. On me dit, tu peux pas savoir, je gagne 3 fois plus de pognon qu'en France, qu'est-ce que je suis moins emmerdé? Il m'a dit, vraiment. Je suis venu avec mon copain et elle me dit le seul emmerde c'est qu'on consulte un peu plus tôt le matin, on commence à 7h30, mais à 5h30 tout le monde est au bord du lac. Hein. Donc si les gens, si on ne veut pas avoir une médecine ou que notre élite se barre, il faut qu'on nous traite autrement. Tu vois. Mais moi ce qui m'a frappé cette année, c'est l'hostilité de l'Assemblée nationale. Hein. Et toi si tu as des potes, tu leur dis putain la FMF les gars. Hein? Parce que c'est ça, moi je suis venu ici pour vous rencontrer, mais pour rencontrer un maximum de gens, quoi. Et qu'on se couche pas, qu'on n'accepte pas toutes les merdes qui sont en train de nous proposer et qui veulent nous faire entrer dans les cadres. Et donc, ceux qui veulent... Donc on fait le tour de l'île samedi, en fait. Pas pour visiter, parce qu'il le connaît déjà. Mais on va commencer par un petit déj au bar à choix à Roland-Garros samedi, hein, de 9h30, 10h30. Donc s'il y en a qui veulent discuter, continuer, ça peut être sympa. Hein. Donc après-demain, 9h30, 10h30, la brasserie de Bourbon. Ensuite, on va continuer notre tour de l'île, on va aller à Saint-Benoît, de 11h30 à 13h30. Donc on sera peut-être que 2. Madeleine, tu es avec nous, on sera peut-être que 3, on sera peut-être 5. Enfin, je veux dire, c'est...
il faut que les gens se... Et c'est vrai que dans l'Est, on a beaucoup de mal à mobiliser les médecins. Et puis on continue notre tour de l'île, et puis on sera à Saint-Joseph, vers le Cap Méchant, à 18h, voilà, pour ceux qui s'intéressent. Et puis on va terminer à Saint-Pierre, au Battant des Lames, samedi soir. On espère qu'il y aura un petit peu de monde. Puis même dimanche, avant que tu reprennes l'avion, parce que franchement c'est un sacré marathon que tu fais, et tu n'es vraiment pas là pour le tourisme, dimanche, on va aller au luxe. Alors pourquoi le luxe? Pourquoi tous ces grands hôtels? Pourquoi ici au Créolial? Malheureusement, c'est les seuls endroits où il y a des salles. C'est comme ça, on ne peut pas aller dans les petits hôtels. Moi, ça m'emmerde d'aller au luxe. Mais c'est des endroits où il y a de la place. Donc voilà, on n'a pas le choix. Et puis, alors, allez sur le site quand même de la fédération, la FMF. Alors vous verrez qu'il n'y a pas le logo de Doctolib. Vous avez un des 5 syndicats que je ne vais pas citer. Si, je le cite quand même, parce qu'il va nous emmerder demain la CPR. Et donc, je le cite, c'est le SML. Donc vous verrez que toute la com que fait la SML, il y a le Doctolib. Une fois... Oui, si. Ben oui, tu as Doctolib. La CSMF, tu as le logo de l'industrie pharmaceutique. Je ne sais plus quel labo. MG, je crois qu'ils n'osent plus le mettre. Ils l'ont été pendant très longtemps avec l'industrie, mais ils ne le mettent plus. Donc il y a des différences entre les syndicats. L'idéal, ce serait qu'il y ait un seul syndicat, on est bien d'accord. Mais néanmoins, vous avez un syndicat, ça fait 40 ans, qui domine, qui est dans toutes les structures. Nous, on s'en fout du syndicalisme. Moi, je suis pour ça qu'il y a peu de monde. Je suis pas du tout syndicaliste dans l'âme. Moi, ce que je recherche, c'est l'indépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique. Ce que je recherche, c'est l'indépendance par rapport aux assurances. Ce que je recherche, c'est l'indépendance par rapport aux outils informatiques. Et ce que je veux, c'est que ma seule dépendance dépende des patients. C'est les patients qui ont à juger. Et c'est ce qui fait toute la différence, il me semble. Pour l'instant, tant que tu es là, j'espère que ça ne changera pas quand tu ne seras pas là, quand tu seras plus là. Allez sur le site de la FMF, on a vraiment des gens extraordinaires à la FMF. On va faire revenir David Makeda, qui est exceptionnel, qui a été bloqué pendant une semaine dans un hôtel dans l'Ouest à cause des Gilets jaunes, et il n'a pas pu faire la formation sur la prévoyance des médecins, parce que ça aussi, il faut qu'on y pense quand même. Hein. Comment on est couvert? Ici, il y a des patients d'ailleurs. C'est très bien qu'il soit là, il y a des caméramans. Le médecin qui est malade, il n'est pas payé le premier jour, c'est 91e jour après. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en attendant? Pour que le médecin... Prévoyance, gestion du cabinet, David Makeda, on va le faire revenir. Olivier Petit, on a parlé, c'est le vice-président de la CARMF, donc il est extraordinaire. Moi, je bois ses paroles, le problème c'est que j'y comprends rien. La CARMF, c'est des trucs qui me passent pas. Mais néanmoins, pour ceux que ça intéresse, il est exceptionnel, on va le faire revenir. On va faire venir Pascal Berton. Pascal Berton, il est psychiatre. Elle est psychiatre, s'occupe d'un phénomène dont on a un petit peu parlé là, c'est le taux de suicide chez les médecins qui est apparemment nettement supérieur à la moyenne de la population. Elle est psychiatre, travaille sur le burn-out. On va la faire venir très vite. Et puis il y a les formations échographiques qu'on a faites avec Madeleine, qui se renouvellent là, hein, grâce à l'aide de FM. C'est des petits comités comme ça. Et puis des gens, quand on leur dit, tu sais, voilà la réalité. Ah bon, on m'a jamais dit, dans mon syndicat, on n'a jamais parlé. Ben ouais, on n'en a jamais parlé. Et c'est pour ça qu'on fait une conférence de presse demain. C'est pour ça que je vous invite à réécouter, parce que Jean-Paul en a un petit peu marre des ARS et tout. Et vous réentendrez. Si vous allez en podcast, on en parle. Donc RFO, Réunion Première Radio d'aujourd'hui, hein, on en parle. L'émission de Claude Montanet, ça dure 2 heures. Moi, j'y suis allé qu'à la 2e heure. C'était vraiment passionnant avec des auditeurs. Et voilà, c'est pour ça qu'on filme ce soir. C'est pour qu'il y ait des traces. D'ailleurs, écrivez bien vos droits à l'image pour vous accepter, sinon vous serez flouté. Ça demandera du travail supplémentaire à notre producteur. Alors, et puis, vous voyez qu'ici, il y a des branches. Dans un syndicat, il y a des branches. Il y a la branche généraliste, il y a des branches spécialistes. Bachir, tu vas être maintenant dans les allergologues étant devenus spécialistes, tu vas être dans la branche MEP, spécialiste. Mais il y a aussi une branche PTL, plateau technique lourd, c'est-à-dire les chirurgiens, les anesthésistes. Donc c'est une 3e branche. Et puis cette branche-là, et ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes ici qui partagent certaines de mes lobbies maintenant, c'est-à-dire la médecine intégrative. Médecine intégrative, c'est quoi? C'est une médecine qui permet de soigner autrement. Et je voudrais féliciter Alice Pellerin qui sort d'une conférence que tu viens d'avoir, que tu viens de donner au département. Par rapport à ta thèse d'anthropologie exceptionnelle pour laquelle j'ai eu la chance d'assister. Tu as fait venir 300 personnes à la mairie de Saint-Denis. Alice Pellerin, faut que je ramène la bouteille de rhum que tu voulais donner. Voilà, donc ça me fait plaisir. Après, vous avez plusieurs personnes qui font de l'hypnose ici. Moi, je fais de l'auriculo. Donc, ce sont des médecines qui marchent, pour lesquelles on n'a pas d'industrie pharmaceutique, donc sans moyens pour l'évaluer, mais néanmoins qui marchent. Et donc, on a une branche MEP. Et début avril, vous avez la venue de la présidente de la branche MEP. MEP, ça veut dire la médecine, médecin à exercice particulier.
et donc qui va nous faire un peu des choses sur l'ostéopathie, et qui s'appelle Corinne Le Sauder, qui a été présidente des ostéopathes de France pendant des années, et qui est très militante, et qui donc participe aussi totalement aux négociations avec Nicolas Revel, notamment sur la retraite. Elle est aussi pointue que maintenant Olivier Petit sur la retraite, parce qu'elle participe. Et donc, vous avez le programme, et on va faire plusieurs formations. Voilà, donc l'A2FM, il faut voir que quand vous allez dans une formation, A2FM, MG Form, comment c'est, CSMF, la forme, en fait, derrière ça, c'est qu'il y a du pognon qui rentre dans les associations de formation. Quand on vous émargez quelque part, ça fait rentrer du pognon. Rentrer du pognon dans une association qui n'a pas l'industrie pharmaceutique avec, je pense que c'est sympa de participer. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent, Madeleine a des cotisations pour la FMF. On n'est pas là du tout pour recruter. Je pense que c'est important que vous soyez au courant de ce qui se passe, que vous communiquiez. On s'en fiche du nombre d'adhérents. Moi, ce qui m'intéresse, il y a des élections l'année prochaine, auxquelles probablement je ne me présenterai pas, ou alors pas du tout pas en tête de liste. Ce qui m'intéresse, c'est lutter contre cette machine à gaz qu'est l'OIS ici, et que l'OIS est finalement le plan santé qui est en train de... C'est le plan Macron. Hein. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'est de lutter contre ces CPTS totalement sous gouvernance de l'ARS, etc. quoi. Voilà, donc peut-être si vous avez encore des questions, puis après il doit y avoir 2-3 choses à manger encore dehors.